Mon mari gardait une photo de sa meilleure amie en bikini dans son portefeuille. J'ai gardé sa maison pour me venger. Je faisais la lessive le mois dernier lorsque le portefeuille de mon mari, Blake, est tombé de son jean. Des billets et des cartes ont volé partout. En ramassant le tout, cette photo est tombée de derrière son permis de conduire. Ce n'était pas moi ni nos enfants. C'était sa meilleure amie de fac, Jenna. Pas une photo de groupe, pas une photo prise sur le vif. C'était juste elle, souriant à l'appareil photo en bikini lors de leur récent voyage à la plage. Celui auquel je n'étais pas invité parce que c'était un truc d'amis de fac, même si les conjoints y allaient. Quand Blake est rentré, je lui ai posé la question. Il a ri et a dit que je manquais d'assurance, que beaucoup de gens gardaient des photos d'amis dans leur portefeuille. J'ai demandé combien de photos de ses amis hommes il avait. Il m'a traité de folle et a dormi sur le canapé pour me punir de l'avoir accusé. Le lendemain matin, Jenna a appelé pendant le petit déjeuner. Blake l'a mise sur haut-parleur sans demander. Elle pleurait parce qu'un type ne lui donnait plus de nouvelles. Blake a passé 40 minutes à la réconforter pendant que les œufs de nos enfants refroidissaient. Quand j'ai pointé la nourriture du doigt, il m'a fait signe de la main et est parti dans une autre pièce. Notre enfant de 5 ans a demandé pourquoi papa parlait toujours à Jenna au lieu de nous. Ça m'a fait mal. Puis j'ai remarqué leur routine quotidienne. Jenna lui envoyait des SMS à 6 heures du matin avant même qu'il n'ouvre les yeux. Ils avaient des conversations entières alors que j'étais juste là, dans le lit. Elle envoyait des selfies en demandant si elle était mignonne. Il répondait avec des émojis cœur. Quand j'ai dit que c'était inapproprié, Blake a dit que je ne comprenais pas l'amitié parce que j'étais trop possessive. Il a même dit que si j'avais des amis comme Jenna, je serais peut-être moins collante. Ils déjeunaient ensemble tous les mardis et jeudis. Quand j'ai demandé à me joindre à eux une fois, Jenna a envoyé un SMS à Blake plus tard disant qu'elle avait l'impression que j'essayais d'interférer dans leur lien. Blake m'a dit que je devais m'excuser de l'avoir mise mal à l'aise. J'ai refusé. Il ne m'a pas parlé pendant 3 jours. Notre anniversaire est arrivé. Blake a oublié. Mais la même semaine, il a organisé une énorme fête d'anniversaire pour Jenna dans un restaurant chic. Il a dépensé $800 pour son cadeau, un sac de créateur qu'elle avait mentionné une fois. Pour mon anniversaire, 2 mois plus tôt, il m'avait offert une carte cadeau Target. À la fête, Jenna s'est assise sur les genoux de Blake pour une photo. Quand j'ai dit que c'était bizarre, tout le monde m'a regardé comme si c'était moi le problème. La mère de Blake m'a prise à part et m'a dit que je devais être plus sûre de moi dans mon mariage. Le point de rupture a commencé quand Jenna s'est fait larguer à nouveau. Elle a appelé Blake en sanglotant à 2 heures du matin une veille de travail. Il s'est habillé et a conduit jusqu'à son appartement, revenant à 6 heures du matin en disant qu'elle avait besoin de soutien. Notre fille avait de la fièvre cette nuit-là. Il ne le savait même pas parce qu'il était parti. Jenna a commencé à venir tous les jours après ça. Elle entrait sans frapper, allait directement au frigo, se plaignait de ce que je cuisinais. Elle disait à Blake que je donnais trop de nourriture industrielle aux enfants pendant qu'elle se faisait un sandwich avec mes courses. Blake était d'accord avec elle et disait que je devrais apprendre de Jenna puisqu'elle était si soucieuse de sa santé. Elle a commencé à acheter des vêtements à Blake parce qu'elle disait que je ne connaissais pas son style. Elle a jeté des cravates que je lui avais offertes pour Noël juste devant moi. Blake a porté tout ce qu'elle avait acheté et l'a remercié de le comprendre. Quand je les ai trouvés en train de regarder des appartements en ligne ensemble, Blake a dit que Jenna avait besoin de son aide pour trouver un endroit plus proche de nous. L'annonce qu'il regardait était un 2 chambres juste pour elle. Il a dit que la 2e chambre était pour quand elle avait des invités. Alors pourquoi mesurait-il pour voir si le bureau de Blake y entrerait? J'ai commencé à avoir des soupçons sur leur voyage à la plage des mois plus tôt. Le cousin de Blake, Ray, y était. Après un peu de vin, Ray a admis que tout le monde lors du voyage pensait que Blake et Jenna étaient ensemble. Ils avaient partagé une chambre d'hôtel pour économiser de l'argent alors que les vrais couples payaient pour des chambres séparées. Ray a dit que Jenna portait les chemises de Blake tout le week-end, et qu'ils disparaissaient ensemble plusieurs fois. Quand j'ai confronté Blake, il a dit que Ray cherchait les problèmes et que j'étais pathétique de croire au ragot. Jenna a commencé à planifier la fête d'anniversaire de Blake sans me demander. Elle a envoyé des invitations depuis son email. Les gens demandaient si nous étions séparés puisque sa petite amie organisait sa fête. Quand je lui ai dit de reculer, elle a pleuré auprès de Blake en disant que je la harcelais. Blake a dit que je gâchais son anniversaire avec ma jalousie.
Il m'a carrément demandé de ne pas venir à la fête pour que Jenna puisse s'amuser. J'y suis allé quand même. Jenna a fait un discours de 20 minutes sur leur amitié, des blagues privées que personne ne comprenait et des souvenirs de fac. Elle a terminé en disant que Blake était son âme sœur et que certains liens transcendent les relations typiques. Tout le monde a applaudi, mal à l'aise. Blake l'a serré dans ses bras pendant 1 minute entière. Le lendemain, Jenna a annoncé qu'elle avait besoin d'emménager avec nous. Je suis resté là, figé, à regarder Blake hocher la tête pendant que Jenna expliquait quelle chambre lui conviendrait le mieux. Elle faisait des gestes vers le couloir comme si elle vivait déjà ici. Mes mains ont commencé à trembler si fort que j'ai dû serrer les poings. J'ai marmonné quelque chose à propos d'avoir besoin d'aller aux toilettes et je suis parti avant de leur crier dessus à tous les deux. À l'intérieur de la salle de bain, j'ai verrouillé la porte et allumé le ventilateur aussi fort que possible. Mon téléphone était déjà dans ma main alors que je cherchais le numéro de Fiona. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Je pleurais si fort que je pouvais à peine sortir les mots. Jenna voulait emménager. Blake agissait comme si c'était tout à fait normal. Fiona ne m'a même pas laissé finir d'expliquer avant de me couper la parole et de me dire de faire un sac tout de suite et de venir chez elle. Elle a dit que je n'avais pas à rester là et à écouter cette folie. Je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai pris 3 grandes respirations. Quand je suis sorti, Blake et Jenna étaient assis sur le canapé ensemble à regarder quelque chose sur son téléphone. Probablement des plans pour réorganiser ma maison pour elle. Je suis allé directement vers Blake et lui ai dit que nous devions parler en privé, loin de Jenna. Il a eu l'air agacé, mais il m'a suivi dans notre chambre. J'ai fermé la porte et me suis tourné vers lui. Je lui ai dit absolument pas, Jenna n'emménagerait pas dans notre maison familiale. Le visage de Blake est devenu rouge immédiatement. Il a dit que j'étais déraisonnable. Jenna traversait une période difficile et avait besoin du soutien de son meilleur ami. Je lui ai demandé s'il était sérieux. Il a dit qu'il était tout à fait sérieux et que je devais être plus compréhensive. La dispute est montée en flèche. Je criais presque que sa meilleure amie agissait comme sa femme depuis des mois et que j'en avais fini de prétendre que c'était normal. Blake m'a traité de jalouse et de contrôlante. Il a dit que j'essayais de détruire son amitié la plus importante. Je lui ai dit que sa relation la plus importante devrait être avec sa vraie femme et ses enfants. Il a ri à ça. Il a vraiment ri. Blake est sorti de la chambre en trombe et je l'ai entendu dans le salon dire à Jenna que tout allait bien. Il s'excusait pour mon comportement. Il s'excusait auprès d'elle. Je suis resté là 1 minute à regarder notre lit. Puis j'ai attrapé ma valise dans le placard. Mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler alors que je jetais des vêtements dans le sac. T-shirt, jeans et sous-vêtements tous mélangés. Je me fichais de plier quoi que ce soit. J'avais juste besoin de sortir de cette maison. J'ai attrapé les sacs à dos des enfants dans leur chambre et j'ai commencé à les remplir aussi. La peluche préférée de ma fille, la couverture de mon fils, les brosses à dents de la salle de bain. Quand je suis sorti, traînant 2 valises et 2 sacs à dos, les yeux de Blake se sont écarquillés. Il a demandé ce que je faisais. Je lui ai dit que j'emmenais les enfants chez Fiona pour quelques jours parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir. Jenna a sauté du canapé et a essayé de me serrer dans ses bras. Elle a dit qu'elle espérait que je me sentirais mieux bientôt, comme si c'était moi qui avais un problème, comme si j'étais malade ou quelque chose comme ça. Je me suis écarté d'elle et suis allé chercher les enfants dans la salle de jeu. Ils ne comprenaient pas pourquoi nous partions. Ma fille a demandé si on partait en voyage. J'ai dit qu'on allait rester chez tante Fiona un petit moment. Elle a demandé si Jenna emménageait dans sa chambre, et j'ai dû me mordre la lèvre fort pour ne pas pleurer en l'attachant dans son siège auto. Blake se tenait dans l'allée à nous regarder charger. Il avait l'air confus, vraiment confus, comme s'il ne pouvait sincèrement pas comprendre pourquoi j'étais bouleversé. J'ai reculé la voiture sans rien lui dire d'autre. Le trajet jusqu'à chez Fiona a pris 20 minutes. Les enfants ont posé des questions tout le long, mais je n'arrivais pas à me concentrer pour y répondre. Mon cerveau était dans le brouillard. Quand nous sommes arrivés, Fiona attendait déjà sur son Porsche. Elle avait dû guetter notre arrivée. Elle m'a aidé à faire entrer les enfants et les sacs. Les enfants sont allés directement dans sa salle télé où elle avait préparé un film pour eux. Fiona m'a conduite à la cuisine et a mis la bouilloire pour le thé. Puis elle m'a juste laissé pleurer. Je me suis assise à sa table de cuisine, le visage dans les mains, et j'ai sangloté pendant 20 minutes d'affilée. Quand j'ai enfin arrêté, Fiona a demandé ce que je voulais faire ensuite.
Je lui ai dit que je ne savais pas. Je savais que je ne pouvais pas retourner dans cette maison tant que les choses étaient ainsi, mais je ne savais pas ce qui viendrait après. Fiona a hoché la tête et a versé le thé. Mon téléphone a commencé à vibrer dans ma poche vers 20 h ce soir-là. Blake. J'ai laissé aller sur la messagerie. Puis il a appelé encore et encore. J'ai regardé les SMS s'accumuler. Certains disaient qu'il était désolé. Certains disaient que je réagissais de manière excessive. L'un disait que Jenna était partie en pleurant à cause de la façon dont je l'avais traitée et que je lui devais des excuses. J'ai éteint mon téléphone et l'ai mis dans un tiroir. Le lendemain matin, j'ai appelé le travail pour dire que j'étais malade. J'ai emmené les enfants à l'école comme d'habitude pour qu'ils ne manquent rien. Puis je suis retourné chez Fiona et je me suis assise à sa table de cuisine en regardant mon café froid. Fiona s'est assise en face de moi et a suggéré que je parle à un avocat juste pour comprendre mes options, même si je n'étais pas encore prête à prendre des décisions. Le mot avocat m'a noué l'estomac. Cela rendait tout réel d'une manière que je n'avais pas ressentie auparavant. Mais Fiona avait raison. Je devais au moins savoir quelles étaient mes options. J'ai passé le reste de la journée sur l'ordinateur portable de Fiona à chercher des avocats spécialisés en divorce dans la région. Mes yeux ont commencé à me faire mal après la première heure, mais j'ai continué à faire défiler les sites web et à lire les avis. La plupart des avocats facturaient des frais de consultation entre 200 et 300 $ juste pour parler une heure. Je n'avais pas ce genre d'argent de côté. Blake gérait la plupart de nos finances et j'avais accès à notre compte commun, mais retirer de l'argent pour un avocat de divorce me semblait mal, comme si cela lui donnait des munitions à utiliser contre moi plus tard. J'ai continué à chercher jusqu'à ce que je trouve une avocate nommée Miranda Chamberlain, dont le site web indiquait qu'elle offrait des consultations initiales gratuites pour les affaires de droit de la famille. Ses avis étaient bons, et elle exerçait depuis 15 ans. J'ai fixé son numéro de téléphone sur l'écran pendant 10 bonnes minutes avant d'appeler finalement et de prendre rendez-vous pour le lendemain à 14 h. La réceptionniste a demandé le sujet de la consultation, et j'ai dû dire le mot au divorce à haute voix pour la première fois. Il semblait lourd en sortant de ma bouche. Ce soir-là, vers 19 h, j'aidais les enfants avec un puzzle sur le sol du salon de Fiona quand quelqu'un a commencé à marteler la porte d'entrée. Fiona est allée ouvrir et j'ai entendu la voix de Blake immédiatement. Il exigeait de me parler et son ton m'a tordu l'estomac. Fiona lui a dit que je n'étais pas prête à parler pour le moment, mais il l'a bousculé pour entrer dans la maison. Je me suis levé du puzzle alors qu'il entrait dans le salon. Son visage était rouge et il avait l'air de ne pas avoir dormi. Il a commencé à parler avant que je ne puisse dire quoi que ce soit. Il a dit que j'étais dramatique et ridicule et que nous devions rentrer à la maison tout de suite parce que les enfants avaient besoin de stabilité. Il a vraiment dit stabilité comme s'il s'en souciait, alors qu'il partait réconforter Jenna à toute heure depuis des mois. J'ai regardé Blake debout dans le salon de Fiona, agissant comme s'il avait le moindre droit d'exiger quoi que ce soit de moi. Les enfants nous regardaient depuis le sol et je ne voulais pas qu'ils voient ça. Mais je ne pouvais pas non plus le laisser continuer à me parler comme ça. Je lui ai dit que les enfants avaient besoin d'un père qui les faisait passer en premier au lieu de courir réconforter sa meilleure amie à 2 h du matin alors que sa fille avait de la fièvre à la maison. Le visage de Blake est passé du rouge au violet et il a dit que ce n'était pas juste. Il a dit que je déformais tout pour le faire passer pour le méchant. Fiona s'est interposée entre nous et a dit à Blake qu'il devait partir tout de suite ou qu'elle appelait la police. Sa voix était calme mais ferme et elle avait déjà son téléphone à la main. Blake l'a regardé, puis m'a regardé, puis a regardé les enfants toujours assis par terre avec des pièces de puzzle dans les mains. Il s'est retourné et est sorti sans un autre mot. Nous avons entendu sa voiture démarrer et s'éloigner 1 minute plus tard. Après le départ de Blake, j'ai essayé de ramener les enfants au puzzle, mais ils n'étaient plus intéressés. Fiona leur a fait du chocolat chaud et a mis un film dans son salon télé. Je me suis assise sur le canapé, me sentant tremblante et malade. Environ 20 minutes plus tard, ma fille est sortie de la chambre où elle était censée dormir. Elle tenait son lapin en peluche et ses yeux semblaient humides. Elle a grimpé sur le canapé à côté de moi et a demandé si papa aimait Jenna plus que nous. La question m'a frappé si fort que je n'ai pas pu respirer pendant 1 seconde. J'ai eu l'impression que mon cœur se brisait en morceaux à l'intérieur de ma poitrine. Je l'ai tiré sur mes genoux et je l'ai serré fort. Je lui ai dit que maman allait s'assurer que tout irait bien. Même si je n'avais absolument aucune idée de comment j'allais faire ça. Elle a pleuré sur mon épaule et j'ai pleuré dans ses cheveux et Fiona est venue s'asseoir avec nous jusqu'à ce que ma fille s'endorme enfin. Le lendemain,
j'ai déposé les enfants à l'école et j'ai conduit jusqu'au bureau de Miranda Chamberlain. C'était dans un petit immeuble du centre-ville avec son nom sur une plaque en laiton à côté de la porte. La salle d'attente avait des chaises confortables et des magazines, et une réceptionniste qui m'a souri quand je me suis présenté. Je me suis assise là pendant 10 minutes avec l'impression que j'allais vomir. Quand Miranda est venue me chercher, elle était plus jeune que je ne le pensais, peut-être la fin de la trentaine, avec des cheveux courts et foncés et une poignée de main ferme. Elle m'a conduite à son bureau et m'a indiqué une chaise en face de son bureau. Elle m'a demandé de lui dire pourquoi j'étais là, et j'ai commencé à parler. Elle prenait des notes pendant que j'expliquais l'histoire de la photo en bikini, les SMS quotidiens, l'anniversaire oublié et le sac à $800. Elle a posé des questions sur nos finances, la maison et la relation de Blake avec Jenna. Quand j'ai mentionné que la maison provenait de l'héritage de ma grand-mère et qu'elle n'était qu'à mon nom, ses sourcils se sont levés. Elle a pris une note et l'a soulignée 2 fois. Miranda a posé son stylo et m'a regardé directement. Elle a expliqué que parce que la maison était mon bien propre d'avant le mariage, Blake n'avait aucun droit légal dessus. Si nous divorcions, je garderais la maison et Blake devrait partir. L'information m'a frappé comme si quelqu'un m'avait donné un coup de poing dans l'estomac, mais dans le bon sens. J'avais un pouvoir ici que je ne savais même pas que j'avais. Miranda a continué à parler et j'ai essayé de me concentrer sur ses mots. Elle a dit que dans notre État, les biens possédés avant le mariage ou hérités pendant le mariage restent aux propriétaires d'origine à moins qu'ils ne soient mélangés avec des biens matrimoniaux. Comme j'avais gardé la maison uniquement à mon nom et que nous n'avions jamais refinancé ou quoi que ce soit de ce genre, elle était complètement à moi. Blake n'aurait aucun droit dessus ni sur sa valeur. J'ai dit à Miranda tout ce à quoi je pouvais penser d'autre. La carte cadeau Target pour mon anniversaire alors que Jenna recevait des sacs de créateurs. La chambre d'hôtel partagée lors du voyage à la plage auquel je n'étais pas invité. Le discours de Jenna à la fête d'anniversaire de Blake l'appelant son âme sœur alors que tout le monde regardait avec gêne. Miranda a tout noté et a dit que cela montrait un schéma clair de Blake priorisant Jenna par rapport au mariage. Elle a utilisé le terme « abandon émotionnel » et a dit que nous pourrions l'utiliser si nous allions au tribunal. Elle a expliqué que les liaisons émotionnelles étaient plus difficiles à prouver que les liaisons physiques, mais que le schéma de comportement que je décrivais était assez évident. L'argent qu'il dépensait pour Jenna tout en me négligeant, le temps qu'il passait avec elle en ignorant les enfants, les visites à 2 heures du matin quand notre fille était malade. Tout cela s'additionnait pour former un mari qui s'était désinvesti de son mariage. Miranda s'est adossée à sa chaise et a exposé mes options d'une manière qui semblait à la fois effrayante et claire. Elle a dit que je pouvais essayer une thérapie de couple si je voulais sauver la relation. Certains couples parvenaient à surmonter ce genre de choses si les 2 personnes étaient prêtes à changer. Mais elle a aussi dit que je pouvais demander le divorce et que j'obtiendrais probablement la garde principale des enfants étant donné l'habitude de Blake de les laisser pour s'occuper de Jenna. Elle a dit que le choix m'appartenait entièrement, mais que je devais réfléchir soigneusement à ce à quoi je voulais que ma vie ressemble à l'avenir. Est-ce que je voulais passer des années à essayer de rivaliser avec Jenna pour l'attention de mon propre mari, ou est-ce que je voulais construire une vie où je n'avais plus à faire ça? Elle ne m'a poussé ni dans un sens ni dans l'autre, mais ces questions m'ont vraiment fait réfléchir à ce que je voulais. Je suis retourné chez Fiona dans un état second. Pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression de pouvoir respirer à fond. Le simple fait de savoir que j'avais des options et une légitimité juridique me faisait me sentir moins piégé. Je n'étais pas coincé dans cette situation sans issue. J'avais une maison à mon nom, une avocate qui comprenait ce qui se passait et des lois qui me protégeraient moi et les enfants. Quand je suis rentré, Fiona préparait le déjeuner et elle a demandé comment ça s'était passé. Je lui ai dit que Miranda était géniale et que je la rencontrais à nouveau la semaine prochaine pour discuter des prochaines étapes. Fiona m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle était fière de moi d'avoir agi. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin d'entendre ça jusqu'à ce qu'elle le dise. Plus tard dans l'après-midi, mon téléphone a vibré avec un SMS de Blake. Il demandait quand nous rentrions à la maison et disait que Jenna était très blessée par mes accusations. J'ai fixé ce SMS pendant un long moment. Même maintenant, même après tout, il s'inquiétait des sentiments de Jenna. Pas des miens, pas de ceux des enfants, de ceux de Jenna. J'ai répondu que je viendrais chercher plus de vêtements pour moi et les enfants, mais que nous ne réemménagerions pas tant qu'il n'aurait pas accepté une thérapie de couple et établi des limites sérieuses avec Jenna. De vraies limites, pas les fausses où elle lui envoyait toujours des SMS constamment et venait quand elle voulait. La réponse de Blake est arrivée rapidement. Tu es ridicule. C'était tout. Rien d'autre.
Pas d'accord pour la thérapie. Pas de reconnaissance qu'il devait peut-être changer quelque chose. Juste moi qui était ridicule d'avoir des attentes basiques dans mon propre mariage. J'ai posé mon téléphone et ne l'ai plus repris du reste de la nuit. J'ai attendu que la voiture de Blake quitte l'allée avant de prendre mes clés. La maison semblait différente quand je suis entré, comme si quelque chose avait changé, même si tout était à la même place. La vaisselle couvrait le comptoir de la cuisine et remplissait l'évier, incrusté de nourriture datant d'au moins 3 jours. L'odeur m'a frappé quand je me suis approché. Quelque chose d'aigre et de pourri provenant de la poubelle qui n'avait pas été sortie. Les chemises de travail de Blake étaient empilées sur le canapé où il les avait jetées, et je pouvais voir dans notre chambre où les draps étaient emmêlés et à moitié hors du lit. Il ne pouvait même pas gérer le nettoyage de base sans que je sois là pour le faire à sa place. J'ai traversé chaque pièce en faisant l'inventaire de ce dont j'avais besoin. Les certificats de naissance et les cartes de sécurité sociale sont allés dans mon sac en premier, puis les dossiers médicaux des enfants du classeur. J'ai sorti les albums photos de l'étagère du salon, ceux avec les photos des enfants bébés et les vieilles photos de ma grand-mère que je ne voudrais jamais que Blake ait. Mes mains bougeaient en pilote automatique, saisissant les choses méthodiquement pendant que mon cerveau restait engourdi. Je pliais des vêtements dans la chambre quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Tout mon corps s'est glacé parce que Blake n'était pas censé être à la maison avant des heures, mais ce n'étaient pas les pas de Blake que j'entendais dans le couloir. Jenna est entrée dans la chambre en tenant un sac de courses comme si elle vivait ici. Son visage est passé par environ 5 expressions différentes quand elle m'a vu debout là avec ma valise ouverte sur le lit. Elle s'est vite reprise, cependant, en prenant cet air inquiet qui me donnait la chair de poule. Elle a ouvert la bouche pour dire quelque chose à propos de Blake ayant besoin d'aide ou de soutien ou quelle que soit l'excuse qu'elle allait inventer. J'ai levé la main et je l'ai coupée avant qu'elle ne puisse sortir les mots. Je lui ai ordonné de me donner la clé de ma maison tout de suite. Ma voix est sortie plate et dure. Rien à voir avec le ton poli que j'avais utilisé avec elle pendant des années. La main de Jenna est allée à sa poche et elle y a serré quelque chose, les yeux écarquillés comme si je lui avais demandé de se couper un bras. Elle a dit que Blake lui avait donné la clé pour qu'elle puisse prendre des nouvelles de lui, que je l'abandonnais alors qu'il avait le plus besoin de soutien. Les mots sortaient vite et sur la défensive, comme si elle avait répété ce discours. J'ai tendu la main et je n'ai pas bougé. Je lui ai dit qu'elle avait 10 secondes pour mettre cette clé dans ma paume où j'appelais la police pour la signaler pour violation de domicile. J'ai commencé à compter à voix haute. 1, 2, 3. Le visage de Jenna est devenu rouge et elle a fouillé dans son porte-clés, ses doigts tremblants alors qu'elle retirait la clé de la maison de l'anneau. Elle l'a pratiquement jetée sur la commode au lieu de me la donner, puis s'est retournée et est sortie sans un autre mot. J'ai entendu la porte d'entrée claquer assez fort pour faire trembler les fenêtres. J'ai ramassé la clé et l'ai mise dans ma poche, puis je suis retourné à mes cartons comme si de rien n'était. Mon téléphone a commencé à sonner 20 minutes plus tard alors que je chargeais des cartons dans ma voiture. Le nom de Blake a clignoté sur l'écran et j'ai su que Jenna l'avait appelé dès qu'elle était arrivée à sa voiture. J'ai répondu et éloigné le téléphone de mon oreille car il criait déjà avant que je puisse dire allô. Il a hurlé que j'avais menacé sa meilleure amie et que je l'avais fait pleurer. Que je n'avais aucun droit de lui prendre sa clé alors qu'elle essayait juste de l'aider à traverser cette période difficile. J'ai attendu qu'il reprenne son souffle, puis je lui ai dit très clairement que je ne tolérerais pas qu'une autre femme ait la clé de ma maison et aille et vienne quand elle le voulait. Il m'a traité de contrôlante et de jalouse. Il a dit que Jenna essayait juste d'être un soutien et que je la punissais d'être une bonne amie. J'ai raccroché pendant qu'il parlait encore et j'ai bloqué son numéro pour le reste de la journée. De retour chez Fiona ce soir-là, je me suis assise à sa table de cuisine pendant que les enfants regardaient un film dans l'autre pièce. Fiona nous a fait du thé à toutes les deux et s'est assise en face de moi, les mains autour de sa tasse. Elle m'a demandé ce que je voulais vraiment. Pas ce que Blake voulait ou ce qui rendrait tout le monde heureux, mais ce que je voulais vraiment pour ma vie. J'ai ouvert la bouche pour répondre et j'ai réalisé que je ne savais pas. Elle s'est penchée en avant et m'a demandé si je pensais que Blake changerait vraiment, si une thérapie de couple pouvait réparer ce qui était brisé entre nous. J'ai pensé à la photo en bikini dans son portefeuille, au sac à $800 qu'il a acheté à Jenna et au trajet de 2 heures du matin jusqu'à son appartement. J'ai pensé au fait qu'il ne m'avait jamais choisi une seule fois par rapport à elle. Pas dans un seul moment qui comptait. J'ai dit à Fiona que je ne croyais pas qu'il changerait parce qu'il ne pensait pas que quelque chose n'allait pas. Il voyait Jenna comme sa meilleure amie et moi comme la femme jalouse essayant de gâcher ça. Ce n'était pas quelque chose qu'un conseiller pouvait réparer parce que Blake ne voulait pas que ce soit réparé.
Fiona a hoché la tête comme si elle attendait que je comprenne ça. Elle a demandé ce que j'allais faire et je lui ai dit que je ne savais pas encore, mais je savais que je ne pouvais pas recommencer à vivre comme ça. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des mois. J'ai attendu jusqu'à 9 heures, quand je savais que Miranda serait à son bureau. Puis j'ai appelé son numéro, les mains tremblant tellement que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Quand elle a répondu, je lui ai dit que je voulais aller de l'avant avec le divorce. Ma voix s'est brisée sur le mot au divorce, mais je l'ai sorti. Le ton de Miranda est passé immédiatement en mode professionnel. Elle a dit qu'elle commencerait à rédiger les papiers et que nous déposerions la demande dans la semaine, que je faisais le bon choix pour moi et mes enfants. Après avoir raccroché, je suis resté assise à regarder mon téléphone pendant un long moment. Cela semblait réel maintenant, d'une manière que ça ne l'était pas avant. 2 jours plus tard, j'ai rencontré un expert immobilier à la maison. Son nom était Warren Howell, et il est arrivé exactement à l'heure avec un presse-papier et un appareil photo. Il a parcouru chaque pièce en prenant des mesures et des photos, notant la cuisine modernisée et le nouveau toit que j'avais payé l'année dernière avec l'argent de mon héritage. Il a posé des questions sur la date des rénovations et les améliorations apportées. Quand il a fini, il s'est assis à la table de la cuisine pour passer en revue ses conclusions. Le chiffre qu'il m'a donné pour la valeur de la maison m'a fait cligner des yeux 2 fois. Le quartier avait pris de la valeur, bien plus que je ne le réalisais, et avec toutes les améliorations, la maison valait presque le double de ce que je pensais. Warren a imprimé son rapport préliminaire et me l'a remis, disant que l'évaluation complète serait prête dans quelques jours. Blake a découvert l'existence de l'expert d'une manière ou d'une autre, probablement par un voisin qui a vu la voiture de Warren dans l'allée. 3 heures après le départ de Warren, Blake s'est présenté à nouveau chez Fiona. J'ai entendu sa voiture s'arrêter et j'ai regardé par la fenêtre pour voir Jenna assise sur le siège passager. Mon estomac s'est noué. Blake est sorti et a marché jusqu'à la porte d'entrée, frappant assez fort pour faire aboyer le chien de Fiona. Je suis allé à la porte, mais je ne l'ai pas ouverte, j'ai juste parlé à travers et demandé ce qu'il voulait. Il a exigé de savoir ce que je planifiais et pourquoi je faisais estimer notre maison. Je lui ai dit qu'il le découvrirait assez tôt quand il recevrait les papiers. Son visage est devenu violet à travers la vitre de la porte. Il a commencé à crier que je ne pouvais pas juste prendre sa maison, qu'il avait des droits aussi. J'ai rappelé que la maison n'avait jamais été à lui. Elle était à moi, de ma grand-mère. Et il le savait quand nous nous sommes mariés. Puis Jenna est sortie de la voiture. Elle a marché jusqu'à la porte d'entrée de Fiona et a commencé à crier que j'étais une horrible épouse qui n'appréciait pas Blake, qu'il m'avait tout donné et que je jetais tout ça pour rien. Sa voix devenait plus forte et plus perçante à chaque mot. Fiona est arrivée derrière moi et a ouvert la porte juste assez pour passer la tête. Elle a dit à Jenna que si elle ne quittait pas sa propriété immédiatement, elle appelait la police pour harcèlement. Blake a attrapé le bras de Jenna et l'a tiré vers la voiture. Elle criait encore alors qu'il la poussait sur le siège passager. Ils sont partis avec le visage de Jenna pressé contre la vitre, sa bouche bougeant encore. Les papiers du divorce étaient prêts 3 jours plus tard. Miranda m'a appelé pour venir à son bureau et m'a expliqué chaque page. Elle a souligné les sections demandant la garde principale, avec Blake obtenant un droit de visite standard un week-end sur 2 et une soirée par semaine. Le document indiquait que je gardais la maison comme bien propre puisqu'elle provenait de mon héritage avant le mariage. Nous partagerions le peu d'économies de notre compte joint et garderions chacun nos propres voitures. Miranda a expliqué qu'un huissier remettrait les papiers à Blake sur son lieu de travail le lendemain. Que le signifier au travail était la procédure standard et créerait un enregistrement légal du moment où il les a reçus. J'ai signé partout où elle me l'indiquait et ma main a eu une crampe à la dernière page. Miranda a mis tous les documents dans un dossier et m'a dit de m'attendre à ce que Blake réagisse mal, que je devrais rester chez Fiona et ne pas répondre à ses appels pendant au moins quelques jours. Elle a dit que son avocat la contacterait et qu'il gérerait tout à partir de là. Je suis retourné chez Fiona avec l'impression de me regarder de l'extérieur de mon corps. Tout semblait irréel et trop rapide et exactement juste, tout en même temps. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je continuais à vérifier mon téléphone même si Miranda avait dit que l'huissier n'irait pas avant le lendemain après-midi. J'ai préparé le petit déjeuner pour les enfants le lendemain matin et je les ai emmenés à l'école comme si c'était un jour normal. Puis je me suis assise sur le canapé de Fiona et j'ai attendu. Miranda m'a envoyé un SMS à 14 heures avec juste 3 mots confirmant que Blake avait été signifié. J'ai fixé ce SMS pendant 1 minute entière avant que ma main ne commence à trembler. 20 minutes plus tard,
mon téléphone a commencé à sonner avec le numéro de Blake encore et encore. Je n'ai pas répondu. Il a laissé 7 messages vocaux dans la première heure, sa voix devenant plus en colère et désespérée à chaque fois. Le premier était lui criant que je ne pouvais pas lui faire ça. Le 4e était lui pleurant et me suppliant de le rappeler. Le 7e disait que son avocat allait me détruire au tribunal. J'ai tout supprimé sans écouter les messages en entier. La mère de Blake a appelé ce soir-là et j'ai fait l'erreur de répondre. Elle m'a incendié immédiatement, disant que je détruisais la vie de son fils et brisais la famille. Elle a dit que Blake méritait la moitié de la maison parce qu'il y avait vécu et avait été un bon mari. J'ai expliqué très calmement que la maison était légalement la mienne, issue de la succession de ma grand-mère, et que Blake n'avait aucun droit dessus. Elle m'a traité d'égoïste et a dit que j'utilisais l'argent pour punir Blake d'avoir une amie proche. J'ai expliqué que l'ami proche de Blake s'assoyait sur ses genoux lors des fêtes, avait une clé de ma maison et planifiait son anniversaire sans moi. Sa mère a dit que j'exagérais tout et que je devais être plus sûr de moi. Je lui ai raccroché au nez et j'ai bloqué son numéro aussi. Les jours suivants ont été un cauchemar, les membres de la famille de Blake m'appelaient pour me crier dessus ou me supplier de reconsidérer. Je les ai bloqués un par un jusqu'à ce que mon téléphone devienne enfin silencieux. Blake n'a envoyé que des SMS pendant les 2 jours suivants. J'ai gardé mon téléphone en mode silencieux, mais je pouvais voir les notifications s'accumuler sur mon écran. Il envoyait de longs paragraphes disant que je réagissais de manière excessive et des plus courts me suppliant de lui répondre. Certains messages me reprochaient d'être jalouse. D'autres disaient que les enfants lui manquaient. Aucun d'eux ne mentionnait changer quoi que ce soit concernant Jenna. J'en ai transféré quelques-uns à Miranda quand elle a demandé une documentation sur ses habitudes de communication. Elle a dit que ces messages montraient qu'il ne comprenait toujours pas le problème, ce qui aiderait notre dossier si nous en avions besoin. La famille de Blake a commencé à appeler le 3e jour. Son frère a laissé un message vocal disant que je déchirais la famille pour rien. Sa sœur a envoyé un SMS avec des émojis en pleurs me demandant de penser aux enfants. J'ai supprimé la plupart des messages sans les lire entièrement parce que je savais ce qu'ils diraient. La mère de Blake a appelé pendant que je préparais le dîner pour les enfants, et j'ai répondu sans réfléchir. Elle a commencé à crier immédiatement que je détruisais son fils et brisais la famille à cause de mon insécurité. Elle a dit que Blake méritait la moitié de la maison parce qu'il y avait vécu et avait été un bon pourvoyeur. Je remuais les pattes d'une main et tenais le téléphone loin de mon oreille de l'autre. Elle a continué à dire à quel point j'étais égoïste et que Blake avait juste une amitié proche que je ne pouvais pas gérer. J'ai attendu qu'elle reprenne son souffle et ensuite j'ai expliqué très lentement que la maison provenait de la succession de ma grand-mère avant que Blake et moi ne soyons mariés. Elle était légalement à moi seul et Blake n'avait aucun droit dessus, peu importe depuis combien de temps il y vivait. Elle m'a traité de sorcière avide et a dit que j'utilisais l'argent pour punir Blake d'avoir des amis. Je lui ai dit que l'ami de Blake s'assoyait sur ses genoux lors des fêtes, avait une clé de ma maison et planifiait son anniversaire sans consulter sa femme. Sa mère a dit que j'exagérais tout pour jouer la victime alors qu'elle était au milieu de sa phrase et j'ai bloqué son numéro. Mes mains tremblaient pendant que j'égouttais les pâtes et j'ai dû m'asseoir 1 minute avant de pouvoir servir la nourriture aux enfants. La tante de Blake a appelé le lendemain matin. Son oncle a appelé cet après-midi-là. Son cousin a envoyé un long email sur la loyauté familiale et le pardon. Chacun avait une approche légèrement différente, mais le message était le même. J'étais déraisonnable et je devais rentrer à la maison et arranger les choses. J'ai bloqué la tante et l'oncle immédiatement. J'ai lu l'email du cousin une fois, puis je l'ai supprimé. Miranda m'a dit de tenir un journal de tous ceux qui me contactaient et de ce qu'ils disaient. J'ai donc commencé un document sur mon ordinateur portable avec des dates, des heures et de brefs résumés. À la fin de la semaine, j'avais 17 entrées. Blake a envoyé un email à mon adresse professionnelle puisque je ne répondais plus à ses SMS. Il a dit que je gâchais sa vie et que je rendais tout plus difficile que nécessaire. Il a dit que Jenna l'aidait à trouver un bon avocat parce qu'elle se souciait vraiment qu'il s'en sorte. J'ai transféré cet email à Miranda avec pour objet le pièce à conviction A. Elle a répondu avec un emoji pouce levé et a dit que Blake construisait notre dossier pour nous. Les enfants demandaient à rentrer à la maison tous les jours. Mon fils voulait ses jouets de sa chambre. Le lit de ma fille lui manquait. Il ne comprenait pas pourquoi nous étions toujours chez tante Fiona alors que nous ne devions rester que quelques jours. Je les ai assis sur le canapé de Fiona le samedi matin et j'ai essayé d'expliquer avec des mots qu'ils pouvaient comprendre. J'ai dit que maman et papa avaient des problèmes d'adultes et que nous devions vivre séparément pendant un moment.
Mon fils a demandé si nous divorcions comme les parents de son ami. J'ai dit peut-être, que nous étions en train de voir comment les choses allaient se passer. Ma fille m'a regardé avec ses grands yeux et a demandé si c'était à cause de Jenna. Je me suis figé parce que je ne savais pas comment répondre honnêtement sans faire passer Blake pour un méchant aux yeux de ses propres enfants. Je lui ai dit que c'était compliqué et que papa et moi avions des idées différentes sur ce à quoi un mariage devrait ressembler. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, mais je voyais bien que non. Mon fils a demandé si nous rentrerions un jour à la maison, et je lui ai promis que oui, que notre maison était toujours la nôtre et que nous y serions bientôt de retour. Je ne leur ai pas dit que quand nous y retournerions, leur père n'y vivrait plus. Miranda m'a appelé le mardi suivant avec des nouvelles. L'avocat de Blake avait envoyé une réponse à notre demande de divorce. Elle m'en a lu des extraits au téléphone, et je pouvais entendre l'amusement dans sa voix. L'avocat de Blake exigeait qu'il obtienne la moitié de la valeur de la maison et prétendait qu'il avait contribué aux paiements hypothécaires pendant le mariage. Miranda a ri et a dit qu'elle espérait qu'ils essaieraient cet angle. Elle a expliqué qu'elle avait toute la documentation montrant que la maison avait été payée entièrement avec l'argent de mon héritage avant même que Blake et moi soyons fiancés. Il n'y avait jamais eu d'hypothèque à laquelle il aurait pu contribuer. La maison était mon bien propre selon la loi de l'État et son avocat n'avait aucune base légale. Elle a dit que l'avocat de Blake était soit incompétent, soit désespéré, soit les deux. J'ai senti le soulagement m'envahir si fortement que j'ai dû m'asseoir. Miranda a dit qu'elle enverrait une réponse avec toutes les preuves et mettrait fin à cet argument immédiatement. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter parce que le dossier de Blake s'effondrait avant même d'avoir vraiment commencé. 2 semaines ont passé lentement, moi restant chez Fiona, gérant les emplois du temps des enfants et essayant de garder tout normal pour eux. Blake a envoyé un SMS un jeudi après-midi demandant si nous pouvions nous rencontrer en personne sans avocat. Il a dit qu'il voulait juste parler et voir si nous pouvions arranger les choses avant que cela ne devienne encore plus compliqué. J'ai appelé Miranda pour demander ce que je devais faire. Elle m'a conseillé de ne communiquer que par l'intermédiaire des avocats à partir de maintenant et de ne pas rencontrer Blake seul. J'ai réfléchi à son conseil pendant quelques heures, mais quelque chose en moi avait besoin de le voir face à face une dernière fois. J'avais besoin de le regarder dans les yeux et de voir s'il restait une partie de l'homme que j'avais épousé qui comprenait ce qu'il avait fait à notre famille. J'ai répondu à Blake et accepté de le rencontrer dans un café du centre-ville le lendemain à midi. J'ai choisi un endroit fréquenté avec beaucoup de fenêtres et de gens autour. Miranda n'était pas contente quand je le lui ai dit, mais elle a dit de garder mon téléphone en mode enregistrement dans ma poche juste au cas où. Je suis arrivé au café 15 minutes en avance et je me suis assise à une table près de la fenêtre d'où je pouvais voir la porte. Blake est entré pile à midi, l'air pire que je ne l'avais jamais vu. Il ne s'était pas rasé depuis des jours et ses vêtements étaient froissés comme s'il avait dormi dedans. Il avait des cernes sous les yeux et ses cheveux étaient en bataille à l'arrière. Il m'a vu et a marché lentement comme s'il n'était pas sûr que je serais vraiment là. Il s'est assis en face de moi et a immédiatement commencé à dire à quel point les enfants et moi lui manquions. Il a dit que la maison semblait vide sans nous et qu'il ne pouvait pas dormir dans notre lit parce que cela lui rappelait moi. Il m'a supplié d'abandonner le divorce et de rentrer à la maison. Il a dit qu'il ferait n'importe quoi pour réparer ça et rendre notre famille entière à nouveau. Je l'ai regardé parler et je n'ai ressenti que de la tristesse pour son air pathétique. Je lui ai posé une seule question. Couperait-il tout contact avec Jenna complètement et irait-il en vraie thérapie de couple avec moi? Il a ouvert la bouche pour répondre puis l'a refermée. Il a baissé les yeux sur sa tasse de café et je l'ai regardé lutter avec la réponse pendant ce qui a semblé une éternité, mais qui n'a probablement duré que 10 secondes. Cette hésitation m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Blake a finalement dit qu'il pouvait fixer de meilleures limites avec Jenna, mais qu'elle était sa meilleure amie et qu'il ne pouvait pas simplement l'abandonner quand elle avait besoin de lui. Il a dit que ce ne serait pas juste de mettre fin à une amitié qui durait depuis la fac juste parce que je me sentais menacé par elle. Je lui ai dit très clairement qu'il avait déjà abandonné sa femme et ses enfants pour elle. Il avait laissé notre fille malade avec de la fièvre pour réconforter Jenna à 2 heures du matin. Il avait oublié notre anniversaire, mais dépensé $800 pour le cadeau d'anniversaire de Jenna. Il l'avait laissé planifier sa fête d'anniversaire et faire un discours sur le fait d'être son âme sœur pendant que j'étais assise là, humiliée. J'ai dit que j'en avais fini de concourir pour la dernière place dans mon propre mariage, et que j'en avais fini de prétendre que sa relation avec Jenna était une amitié normale. Les yeux de Blake se sont remplis de larmes, et il a tendu la main à travers la table pour attraper la mienne. Il a dit que j'étais cruel et injuste, que je le forçais à choisir entre 2 personnes auxquelles il tenait. J'ai retiré ma main et je me suis levé.
Je lui ai dit qu'il avait déjà fait son choix chaque jour depuis des mois, et que j'étais juste en train de l'accepter enfin. Je suis sorti du café et je ne me suis pas retourné. Blake m'a envoyé un SMS 3 heures plus tard. Le message disait que Jenna l'aidait à traverser cette période difficile et qu'elle avait été plus solidaire que je ne l'avais jamais été. Qu'elle le comprenait d'une manière que je ne pourrais jamais et qu'elle prouvait être une véritable amie quand il en avait le plus besoin. J'ai lu le texte 2 fois, puis j'ai fait une capture d'écran. J'ai ouvert mes emails et envoyé la capture d'écran à Miranda avec un court message disant « Ceci montre exactement où sont les priorités de Blake ». Miranda a répondu en quelques minutes en disant que c'était une preuve parfaite et de sauvegarder tout autre message comme celui-ci. Je me sentais triste mais aussi certaine d'avoir fait le bon choix. Blake n'allait jamais changer et je n'allais jamais être suffisante pour lui tant que Jenna serait dans le tableau. Les enfants ont passé une semaine terrible après ça. Ma fille a eu des ennuis à l'école pour avoir poussé un autre enfant dans la cour de récréation. L'enseignante m'a convoqué pour une réunion et j'ai dû expliquer que nous traversions une séparation familiale et que ma fille avait du mal avec les changements. L'enseignante a été compréhensive mais a dit que ma fille s'agitait aussi en classe, ne suivait pas les instructions et répondait aux adultes. Je me suis excusé et j'ai promis de travailler avec elle à la maison. Le conseiller scolaire est venu à la réunion et a proposé de voir ma fille une fois par semaine pour l'aider à gérer tout ce qui se passait. J'ai accepté immédiatement parce que je savais que je ne pouvais pas l'aider à traverser ça toute seule. Ma fille a pleuré quand je suis allé la chercher à l'école ce jour-là. Elle a dit qu'elle était désolée d'avoir été méchante et qu'elle voulait juste que tout redevienne normal. Je l'ai tenue dans la voiture pendant 20 minutes pendant qu'elle sanglotait sur mon épaule. Je lui ai promis que les choses iraient mieux, même si je n'étais pas totalement sûr que c'était vrai. Je savais juste que je devais y croire pour elle. Ma fille s'est endormie en pleurant ce soir-là, et je me suis assise au bord de son lit, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. La carte du conseiller scolaire était sur ma table de chevet, et je savais que j'appellerais à la première heure le matin. Fiona a frappé doucement à la porte et m'a fait signe de venir dans le salon où elle avait 2 tasses de thé prêtes. Elle n'a rien dit, m'en a juste tendu une et s'est assise à côté de moi sur le canapé. J'ai pris une gorgée et senti la chaleur se répandre dans ma poitrine, mais cela n'a pas touché le nœud froid dans mon estomac. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS de Blake demandant quand nous rentrions à la maison, et je l'ai retourné face contre la table basse. Fiona s'est penchée, m'a serré la main et m'a dit que je faisais la bonne chose, que ma fille irait bien, que les enfants étaient résistants. Je voulais la croire, mais tout ce que je pouvais voir était le visage de ma petite fille demandant si papa aimait quelqu'un d'autre plus que nous. Miranda m'a appelé 2 jours plus tard avec des nouvelles qui m'ont tordu l'estomac. L'avocat de Blake avait déposé une réponse à nos papiers de divorce, affirmant que Blake méritait une pension alimentaire pour époux parce que je gardais la maison. Je me suis assise lourdement sur la chaise de cuisine de Fiona et j'ai demandé comment c'était possible alors que la maison me venait de ma grand-mère. La voix de Miranda était calme et posée alors qu'elle expliquait que l'avocat de Blake s'accrochait aux branches, essayant de trouver n'importe quel angle qui pourrait fonctionner. Elle a dit qu'elle avait déjà commencé à rassembler la documentation sur les revenus de Blake, ses habitudes de dépenses et le sac à $800 qu'il avait acheté pour une autre femme tout en me donnant une carte cadeau Target. Elle m'a parlé des preuves que nous avions de son abandon émotionnel, des trajets de 2 heures du matin pour réconforter sa meilleure amie alors que notre fille avait de la fièvre, la priorité constante donnée à quelqu'un d'autre par rapport à sa famille. Miranda a dit que l'avocat de Blake verrait tout cela, et que la demande de pension alimentaire disparaîtrait rapidement. Je l'ai remerciée et j'ai raccroché en me sentant tremblante, mais aussi reconnaissante que quelqu'un se batte pour moi avec de vraies connaissances juridiques et une stratégie. La documentation que Miranda a envoyée était brutale à lire. Elle avait compilé des relevés bancaires montrant chaque déjeuner que Blake avait payé pour une autre femme, chaque cadeau, chaque dîner. Le schéma était si clair quand on voyait tout étalé comme ça. Il avait dépensé des milliers pour quelqu'un qui n'était pas sa femme alors que nos enfants avaient besoin de nouvelles chaussures et que je découpais des coupons pour l'épicerie. Miranda avait également inclus des enregistrements de SMS montrant la communication constante, les emojis cœur, les selfies demandant si elle était mignonne. Elle avait surligné l'horodatage de 2 heures du matin la nuit où il avait laissé notre fille malade pour réconforter sa meilleure amie. Le dossier faisait 50 pages, et il racontait l'histoire d'un homme qui s'était complètement désinvesti de son mariage. 3 jours plus tard, Miranda a appelé pour dire que l'avocat de Blake avait retiré la demande de pension alimentaire sans explication. J'ai ressenti une vague de satisfaction en sachant qu'ils avaient vu les preuves et réalisé qu'ils n'avaient aucun dossier. J'ai commencé à chercher un nouveau travail la semaine suivante parce que mes horaires actuels ne conviendraient pas à une mère célibataire.
J'avais besoin de quelque chose avec de la flexibilité pour les sorties d'école et les jours de maladie et toutes les choses pour lesquelles Blake aidait théoriquement, même s'il était généralement trop occupé avec sa meilleure amie. Fiona m'a aidé à mettre à jour mon CV à sa table de cuisine, posant des questions sur mon parcours professionnel et mes compétences que j'avais oublié avoir. Elle m'a fait m'entraîner à répondre aux questions d'entretien jusqu'à ce que j'arrête de m'excuser d'avoir besoin d'horaires raisonnables. Cela faisait du bien de se concentrer sur quelque chose tourné vers l'avenir au lieu de simplement survivre chaque jour. J'ai postulé à 6 postes différents en 2 semaines et j'ai eu 3 rappels. Le 3e entretien était avec une entreprise qui annonçait spécifiquement des horaires flexibles pour les parents qui travaillent, et la responsable qui m'a fait passer l'entretien était elle-même une mère célibataire. Elle a compris immédiatement quand j'ai expliqué ma situation et a dit qu'ils appréciaient les employés honnêtes quant à leurs besoins. J'ai quitté cet entretien pleine d'espoir pour la première fois depuis des mois. L'avocat de Blake a envoyé une proposition de calendrier de garde une semaine plus tard, et je l'ai regardé avec incrédulité. Il voulait les enfants chaque week-end, du vendredi après l'école au dimanche soir. Miranda m'a appelé après que je lui ai envoyé la proposition par email, et je pouvais entendre l'agacement dans sa voix, même si elle restait professionnelle. Elle a dit que ce n'était pas standard, et que nous ferions une contre-proposition avec un week-end sur 2 plus une soirée par semaine pour le dîner. J'ai demandé si Blake pouvait réellement obtenir plus de temps que cela, compte tenu de tout ce qui s'était passé. Et Miranda a dit que son avocat pouvait essayer d'argumenter pour, mais que nous avions de solides motifs pour limiter son temps. Elle m'a rappelé le schéma où il laissait les enfants pour s'occuper de sa meilleure amie, les rendez-vous oubliés, les moments où il avait été physiquement présent mais émotionnellement absent. Elle a dit que les juges regardaient ce qui était réellement le mieux pour les enfants, pas ce que le parent voulait, et qu'un parent qui avait constamment fait passer quelqu'un d'autre en premier n'allait pas obtenir le temps de garde maximum. Les enfants sont revenus de leur première visite avec nuitée chez Blake, et ma fille semblait calme et renfermée. J'ai préparé son dîner préféré et essayé de la faire parler du week-end, mais elle a juste poussé sa nourriture dans son assiette. Finalement, après que son frère soit allé jouer, elle m'a regardé avec de grands yeux inquiets et a dit « Papa a laissé son ami venir à son nouvel appartement ». Mon cœur s'est mis à battre la chamade et j'ai demandé quel ami, même si je savais déjà, elle a dit la dame qui voulait vivre dans sa chambre, celle qui était toujours à notre ancienne maison. J'ai gardé ma voix calme et j'ai demandé ce qui s'était passé quand la dame était là. Ma fille a dit qu'elle leur avait fait le déjeuner et leur avait dit qu'elle allait être comme une maman bonus et qu'ils feraient plein de choses amusantes ensemble. Je me sentais malade à l'estomac, mais j'ai souri à ma fille et je lui ai dit qu'elle n'avait rien fait de mal en me le disant. Dès qu'elle est allée se coucher, j'ai appelé Miranda et laissé un message disant que nous avions un problème. Miranda a rappelé dans l'heure même s'il était tard. J'ai expliqué ce que ma fille m'avait dit et Miranda est restée silencieuse un moment avant de dire que nous devions déposer une requête immédiatement pour empêcher Blake d'avoir sa meilleure amie autour pendant le temps de garde. Elle a dit que les juges prenaient ces situations au sérieux, surtout lorsqu'une tierce partie avait été la source des problèmes conjugaux et essayait maintenant de s'insérer dans la vie des enfants sans aucun lien juridique avec eux. Nous avons passé 30 minutes au téléphone pendant que Miranda prenait des notes détaillées sur exactement ce que ma fille avait dit. Elle m'a dit d'écrire tout ce dont je me souvenais tant que c'était frais et de le lui envoyer à la première heure le matin. Je me suis assise à la table de cuisine de Fiona après avoir raccroché et j'ai écrit 3 pages de notes, mes mains tremblant alors que j'essayais de capturer chaque mot que ma fille avait utilisé. L'audience au tribunal a eu lieu plus vite que prévu. Miranda a déposé notre requête d'urgence et nous avons obtenu une date dans les 2 semaines. Je me suis assise dans la salle d'audience à côté de Miranda tandis que Blake et son avocat étaient assis de l'autre côté de l'allée. Blake avait l'air en colère et continuait de chuchoter à son avocat qui hochait la tête et prenait des notes. La juge était une femme dans la cinquantaine qui avait l'air fatiguée mais alerte en lisant notre requête. Miranda s'est levée et a expliqué la situation clairement et calmement, parlant de la façon dont la tierce partie avait été la source de conflits dans le mariage et essayait maintenant de se positionner comme une figure parentale pour des enfants avec lesquels elle n'avait aucun lien juridique. L'avocat de Blake a soutenu que son client avait le droit d'avoir des amis dans sa vie et que nous essayions de l'isoler. La juge a regardé Blake et lui a demandé directement si la femme en question avait été présente pendant son temps de garde. Blake a hésité puis a admis qu'elle était passée brièvement. L'expression de la juge n'a pas changé, mais elle a pris une note sur ses papiers. Elle a dit qu'elle accordait une ordonnance temporaire interdisant à Blake d'avoir cette personne spécifique présente pendant son temps de garde jusqu'à ce qu'une audience complète puisse être programmée. Le visage de Blake est devenu rouge et son avocat a commencé à s'opposer, mais la juge l'a coupé et a dit « Introduire une tierce partie qui a été la source du conflit conjugal n'est pas dans l'intérêt des enfants pour le moment.
J'ai senti la main de Miranda presser mon bras sous la table. Blake m'a envoyé un email ce soir-là et je savais avant de l'ouvrir que ce serait mauvais. Il a écrit que j'empoisonnais les enfants contre sa meilleure amie et qu'ils devaient s'habituer à ce qu'elle soit dans sa vie parce qu'elle n'allait nulle part. Il a dit que j'étais cruelle et manipulatrice et que j'utilisais les enfants comme des armes. Il a dit que sa meilleure amie n'avait été que gentille avec les enfants et voulait construire une relation avec eux. Il a écrit 3 paragraphes entiers sur la façon dont elle le comprenait mieux que je ne l'avais jamais fait et comment elle l'aidait à traverser la période la plus difficile de sa vie. Je l'ai lu 2 fois puis je l'ai transféré à Miranda sans taper un seul mot en réponse. Chaque message qu'il envoyait prouvait juste quelle restait sa priorité par rapport à ses propres enfants, par rapport au fait d'être un bon père, par rapport à tout le reste dans sa vie. 3 mois ont rampé avec des dates d'audience, des appels d'avocats et des échanges de garde. Blake est arrivé en retard 2 fois pour récupérer les enfants, et je l'ai documenté avec des horodatages et des SMS. Les enfants revenaient en disant, « Papa avait l'air triste tout le temps, mais au moins la dame n'était plus là. » Miranda me tenait au courant des négociations, et lentement nous nous sommes rapprochés des conditions finales. L'avocat de Blake lui a finalement dit qu'il n'avait aucune base légale pour se battre pour la maison parce que c'était mon bien propre d'avant le mariage. Miranda m'a appelé avec la nouvelle que nous étions proches de tout finaliser. Je garderai la maison et la garde principale. Blake aurait un week-end sur 2 et les dîners du mercredi, et nous partagerions le petit compte d'épargne que nous avions. Ce n'était pas beaucoup d'argent, mais je m'en fichais. Je voulais juste que ce soit fini. J'ai ramené les enfants à notre maison un samedi matin quand je savais que Blake était au travail. Ils ont jailli de la voiture et ont couru vers les marches du perron comme s'ils avaient retenu leur souffle pendant des mois. Ma fille a couru directement dans sa chambre et je l'ai entendu crier de joie que ses affaires étaient toujours là. Mon fils a couru dans chaque pièce en touchant les choses comme s'il avait besoin de s'assurer qu'elles étaient réelles. J'ai marché lentement, m'imprégnant de l'espace qui était le mien maintenant. Vraiment le mien. Pas partagé avec quelqu'un qui ne voulait pas être là. La première chose que j'ai faite a été d'appeler un serrurier et il est venu l'après-midi même. Je l'ai regardé changer chaque serrure de chaque porte. Et quand il m'a tendu les nouvelles clés, c'était plus que du métal. C'était la sécurité. C'était le sentiment que c'était notre maison maintenant, protégée et sûre, et que personne ne pourrait plus jamais entrer sans invitation. Blake a dû venir chercher ses affaires la semaine suivante, et je me suis assuré de ne pas être là pour ça. Fiona a accepté de superviser et de s'assurer qu'il ne prenait que ses effets personnels et rien qui ne m'appartenait à moi ou aux enfants. J'ai emmené les enfants voir un film et j'ai gardé mon téléphone dans mon sac à main, même si je voulais le vérifier toutes les 5 minutes. Quand nous sommes rentrés chez Fiona, elle était déjà là avec un petit sourire sur le visage. Elle a dit que ça s'était bien passé. Blake a pris ses vêtements et quelques meubles sur lesquels nous nous étions mis d'accord et il avait été professionnel à ce sujet. Puis elle a fait une pause et a ajouté que sa meilleure amie était avec lui pour l'aider à faire ses cartons. Je n'étais pas surprise du tout. Bien sûr, elle était là. Elle l'avait probablement aidé à décider quoi prendre. Elle avait probablement marché dans ma maison comme elle l'avait toujours voulu, pouvant enfin être là sans moi sur son chemin. Le divorce a été finalisé un mardi matin dans une salle d'audience avec juste nos avocats présents. Je n'ai pas eu à voir Blake ni à m'asseoir près de lui ni à entendre sa voix. Miranda et son avocat ont réglé les derniers détails avec le juge et puis c'était fait. Miranda m'a trouvé dans le couloir après et m'a serré la main fermement en me disant que j'avais été génial, que j'avais tout géré avec force et dignité. Je l'ai remercié et j'ai payé sa facture finale et je suis sorti du palais de justice sous un soleil éclatant. Je suis arrivé à ma voiture et je me suis assise sur le siège conducteur avec mes mains sur le volant. Le jugement de divorce était dans mon sac. Les clés de la maison étaient dans ma poche. Mes enfants étaient à l'école, passant une journée normale. J'étais officiellement célibataire, officiellement propriétaire et officiellement débarrassé d'un mariage qui était terminé bien avant que je ne trouve cette photo en bikini dans un portefeuille. J'ai posé ma tête sur le volant et j'ai pleuré pendant 20 minutes d'affilée. De gros sanglots qui secouaient tout mon corps. J'ai pleuré pour le mariage que je pensais avoir. J'ai pleuré pour mes enfants qui méritaient mieux. J'ai pleuré parce que j'étais soulagé et triste et effrayé et libre, tout en même temps. J'ai pris des échantillons de peinture à la quincaillerie le week-end suivant. Les enfants sont venus avec moi et ma fille a attrapé chaque échantillon violet qu'elle pouvait trouver pendant que mon fils débattait entre le bleu et le vert pour sa chambre. Nous avons passé 1 heure à tenir différentes couleurs contre les murs de chaque pièce, en faisant un jeu. Ma fille a insisté sur le violet le plus vif qu'ils avaient,
et je n'ai pas discuté parce que la voir excitée par son espace me semblait plus important que mes goûts. Nous avons peint sa chambre en premier un samedi matin avec les fenêtres ouvertes et de la musique. Elle a aidé à passer le rouleau sur la moitié inférieure des murs pendant que je faisais les parties hautes. Quand nous avons fini, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte à regarder ces murs violets vifs avec le plus grand sourire. Puis elle a couru vers l'armoire à linge et a sorti des draps que je lui avais achetés la veille. Également violets avec de petites étoiles dessus. Pendant que je faisais son lit avec la nouvelle literie, elle a dit qu'elle était contente que Jenna ne vive pas dans sa chambre après tout. Je l'ai serré fort dans mes bras et lui ai dit que cette chambre était toute à elle et à personne d'autre. Blake est venu chercher les enfants pour son premier week-end officiel 2 semaines plus tard. Il s'est présenté avec 20 minutes de retard sans appeler et s'est à peine excusé quand j'ai ouvert la porte. Les enfants ont attrapé leur sac de nuit et ont grimpé dans sa voiture pendant que je restais sur le porche à documenter l'heure de ramassage sur mon téléphone. Le week-end suivant, il était encore en retard, cette fois de près d'1 heure. J'ai appelé son portable 3 fois avant qu'il ne réponde en disant qu'il avait perdu la notion du temps. Quand les enfants sont rentrés le dimanche soir, ma fille était calme et mon fils semblait distrait. J'ai demandé comment s'était passé leur week-end et ma fille a haussé les épaules et a dit « Papa avait l'air triste tout le temps ». Mon fils a ajouté que Jenna était beaucoup la même si elle n'était pas censée l'être. J'ai gardé mon visage calme et j'ai demandé ce qu'ils entendaient par beaucoup. Ma fille a dit que Jenna leur avait fait le petit déjeuner les 2 matins et avait regardé des films avec eux sur le canapé. Mon fils a dit que Jenna avait aidé papa à faire le dîner et était restée jusqu'au coucher. J'ai noté tout ce qu'ils ont dit mot pour mot dans un carnet que je gardais spécifiquement pour la documentation de la garde. J'ai appelé Miranda le lendemain matin et lui ai dit ce que les enfants avaient rapporté. Elle m'a demandé de leur faire écrire ou dessiner ce qui s'était passé pendant leur visite s'ils étaient à l'aise pour le faire. Ma fille a dessiné une image de 3 à l'appartement de papa avec Jenna debout entre Blake et les enfants. Mon fils a écrit une simple liste d'activités qui incluait le nom de Jenna dans presque chaque élément. Miranda a dit que c'était suffisant pour déposer une autre requête, et qu'elle lancerait la paperasse immédiatement. L'avocat de Blake a répondu, affirmant que Jenna ne passait que brièvement pour déposer des courses, et que les enfants exagéraient. Mais lorsque l'avocat des enfants nommé par le tribunal a interrogé ma fille séparément, elle lui a dit que Jenna était là pendant des visites entières, leur préparant des repas et regardant des films avec eux. Elle a dit que Jenna essayait d'agir comme leur maman, et que cela la mettait mal à l'aise. L'avocat a inclus cette information dans son rapport au juge. L'audience a eu lieu un jeudi matin dans la même salle d'audience où notre divorce avait été finalisé. Blake était assis à sa table, l'air agacé, pendant que son avocat brassait des papiers. Le juge a lu le rapport de l'avocat des enfants, puis a demandé directement à Blake si Jenna avait été présente pendant son temps de garde. Blake a commencé à répondre, mais son avocat a mis une main sur son bras et a parlé pour lui, disant qu'il y avait peut-être eu quelques brèves visites. Le juge a levé les yeux des papiers avec une expression sévère et a dit que l'ordonnance précédente était claire, introduire la tierce partie qui avait causé le conflit conjugal n'était pas approprié pendant cette période de transition. Puis il a modifié l'ordonnance pour être encore plus spécifique, déclarant que Jenna ne pouvait pas être à la résidence de Blake du tout pendant son temps de garde et que toute violation entraînerait des visites surveillées uniquement. Le visage de Blake est devenu rouge et il a commencé à se lever, mais son avocat lui a saisi le bras et a chuchoté quelque chose qui l'a fait se rasseoir. Le juge a demandé si Blake comprenait l'ordonnance, et Blake a hoché la tête sans rien dire. J'ai commencé mon nouveau travail le lundi suivant dans une agence de marketing du centre-ville. Le salaire était meilleur que mon poste précédent, et ma patronne avait clairement indiqué lors de l'entretien qu'elle comprenait les besoins d'horaire d'un parent seul. Ma première semaine a été bien remplie à apprendre de nouveaux systèmes et à rencontrer des collègues, mais je me sentais énergisé au lieu d'être épuisé quand je rentrais à la maison. Les horaires flexibles signifiaient que je pouvais aller chercher les enfants à l'école la plupart du temps et travailler de la maison quand ils étaient malades. Le 3e jour, ma patronne s'est arrêtée à mon bureau et m'a demandé comment je m'installais. Je lui ai dit super et je l'ai remercié pour l'opportunité. Elle a souri et a dit qu'elle voyait bien que j'allais être un atout pour l'équipe. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que ce travail semblait être plus qu'un simple chèque de paie. J'avais l'impression de construire une vie qui m'appartenait maintenant, pas une vie où je gérais les besoins de tout le monde pendant que les miens étaient ignorés. Les enfants se sont installés dans leur routine au cours des mois suivants. Un week-end sur 2, ils allaient à l'appartement de Blake et tous les mercredis, ils venaient les chercher pour le dîner. Ma fille avait encore des jours difficiles où elle demandait pourquoi papa ne vivait plus avec nous, mais le conseiller scolaire a dit qu'elle s'adaptait bien compte tenu de tout.
Mon fils faisait moins de crises et recommençait à faire ses nuits. Le conseiller les rencontrait chaque semaine et rapportait qu'il comprenait que leurs parents ne se remettaient pas ensemble et apprenaient à accepter leur nouvelle normalité. Ma fille a arrêté de demander autant de nouvelles de Jenna. Et quand elle la mentionnait, c'était généralement pour dire quelque chose que Jenna avait fait qui l'avait agacée. Je ne posais jamais de questions de suivi et n'encourageais pas la négativité, mais j'ai remarqué que ma fille semblait soulagée que Jenna ne soit plus autour de notre maison. La mère de Blake s'est présentée à ma porte un samedi après-midi sans appeler d'abord. J'étais en train de préparer le déjeuner quand la sonnette a retenti. J'ai ouvert pour la trouver debout sur mon porche avec un sourire crispé, demandant si elle pouvait voir ses petits-enfants. Je suis sorti et j'ai fermé la porte derrière moi pour que les enfants n'entendent pas. Je lui ai dit calmement qu'elle était la bienvenue pour voir les enfants, mais qu'elle devait programmer les visites à l'avance et que je ne tolérerais aucune critique à mon égard devant eux. Elle a soufflé et a dit que j'étais contrôlante et qu'elle avait le droit de voir ses petits-enfants quand elle le voulait. J'ai répété qu'elle pouvait les voir, mais seulement lors de visites programmées et seulement si elle acceptait d'être respectueuse. Elle m'a fixé pendant un long moment, puis a dit le bien et a demandé quand ce serait pratique. Nous nous sommes mises d'accord sur le dimanche après-midi suivant, et elle est partie l'air mécontent, mais elle a appelé d'abord la semaine suivante comme je l'avais demandé. 6 mois après avoir demandé le divorce, je me suis assise dans mon salon un mardi soir en regardant les enfants jouer à un jeu de société par terre. La maison était calme, à l'exception de leur rire et des disputes occasionnelles sur les règles du jeu. Le téléphone de Blake ne vibrait pas constamment sur la table basse parce que Blake n'était pas là. Jenna n'envoyait pas de photos en demandant si elle était mignonne. Personne n'interrompait notre moment en famille pour réconforter quelqu'un d'autre. Nous avions dîné ensemble à la table de la cuisine sans que personne ne s'éloigne au milieu du repas pour prendre un appel. Ma fille m'avait raconté sa journée à l'école, et mon fils m'avait montré un dessin qu'il avait fait sans avoir à se battre pour avoir de l'attention. J'ai regardé autour de notre maison avec ses murs fraîchement peints et ses meubles réorganisés et j'ai réalisé que je me sentais en paix pour la première fois depuis des années. Pas heureuse exactement, parce que le divorce et le fait d'être parent célibataire étaient difficiles, mais en paix d'une manière que j'avais oublié être possible. J'ai entendu par un ami commun la semaine suivante que Blake et Jenna sortaient officiellement ensemble. L'amie semblait hésiter à me le dire comme si elle pensait que je serais bouleversé, mais j'ai juste hoché la tête et dit que je n'étais pas surprise. Elle a demandé si j'allais bien, et je lui ai dit honnêtement que je me sentais surtout soulagé. Une partie de moi voulait être en colère que tout ce que j'avais soupçonné soit vrai et que Blake ait probablement été émotionnellement impliqué avec Jenna tout le temps. Mais surtout, je me sentais juste heureuse de ne plus être dans cette situation. Heureuse de ne pas être la femme mise de côté pendant que son mari priorisait sa meilleure amie. Ils pouvaient savoir l'un l'autre et garder la relation désordonnée qu'ils avaient construite en détruisant mon mariage. J'avais ma maison, mes enfants et ma paix. Ma fille a rapporté un dessin de l'école la semaine suivante que l'enseignante avait demandé sur le thème de la famille. Elle avait dessiné 3 personnages devant une maison au toit violet. C'était elle, son frère et moi. La maison avait des fleurs devant et un soleil dans le coin. J'ai regardé le dessin pendant un long moment avant de demander où était papa. Elle a haussé les épaules et a dit qu'elle avait dessiné notre vraie famille, les gens qui vivaient ensemble. Mon cœur s'est un peu brisé parce qu'aucun enfant ne devrait avoir à penser à sa famille comme étant divisée, mais cela m'a aussi montré qu'elle comprenait notre nouvelle réalité et l'avait acceptée à sa manière. J'ai accroché le dessin sur le réfrigérateur à côté de la photo de sa chambre violette et d'une photo de nous 3 au parc le week-end dernier. Quelques semaines plus tard, l'avocat de Blake a envoyé un email demandant s'il pouvait avoir les enfants pour une semaine supplémentaire pendant les vacances d'été. Je l'ai lu 2 fois, considérant mes options. Les enfants avaient besoin de temps avec leur père, et refuser ne ferait que les blesser. J'ai tapé ma réponse soigneusement, disant oui, mais ajoutant que Jenna ne pouvait être présente à aucun moment pendant cette semaine-là, conformément à l'ordonnance du tribunal. Son avocat a répondu dans l'heure, confirmant que Blake comprenait et s'y conformerait. J'ai imprimé l'échange de mails et l'ai ajouté à mon dossier de documentation grandissant, juste au cas où. Fiona a mentionné un groupe de soutien pour les parents divorcés qui se réunissaient les jeudis soirs dans un centre communautaire du centre-ville. J'ai failli ne pas y aller parce que l'idée de m'asseoir en cercle pour parler de mon mariage raté semblait terrible, mais je me suis présenté quand même et j'ai trouvé 12 autres personnes sur des chaises pliantes buvant du mauvais café. Une femme nommée Sarah a raconté comment son ex avait obtenu la moitié de leur maison même s'il l'avait trompée avec leur voisine. Elle m'a regardé directement quand elle a dit que j'avais de la chance d'avoir la maison déjà à mon nom.
Un autre papa a parlé de ses enfants refusant de le voir parce que sa petite amie avait emménagé trop vite. Je n'ai pas beaucoup partagé ce premier soir, j'ai juste écouté. Mais en rentrant chez moi, je me sentais moins seul que je ne l'avais été depuis des mois. Le samedi matin, j'ai emmené les enfants à la jardinerie et je les ai laissés choisir des graines de légumes et des bulbes de fleurs. Ma fille a choisi des tomates et des tournesols, tandis que mon fils voulait des carottes parce qu'il aimait la couleur orange. Blake disait toujours que le jardinage demandait trop de travail et que nous devrions simplement acheter des produits au magasin. Nous avons passé l'après-midi dans le jardin à creuser des trous et à tout planter en rangées nettes. Ma fille a insisté pour nommer chaque plante au fur et à mesure que nous la mettions en terre. Elle a appelé le plus gros plant de tomates Gérald et un tournesol Suzanne. Quand nous avons fini et que nous regardions notre travail, elle a attrapé ma main et a dit que c'était sa maison préférée maintenant parce qu'elle était juste à nous. Un an s'était écoulé depuis que cette photo en bikini était tombée du portefeuille de Blake et avait bouleversé toute ma vie. J'ai bordé les enfants dans leur lit, dans notre maison, ma maison, en leur lisant un dernier chapitre avant d'éteindre la lumière. Être parent célibataire m'épuisait la plupart du temps et l'argent restait serré, peu importe à quel point je budgétais soigneusement. Mais je ne rivalisais plus pour l'attention de mon propre mari. Les enfants allaient mieux à l'école, se faisaient de nouveaux amis, riaient plus au dîner. J'avais un travail que j'aimais vraiment, et nous construisions des traditions qui n'appartenaient qu'à nous. Blake prenait toujours les enfants un week-end sur 2, et Jenna vivait apparemment avec lui maintenant, ce qui prouvait juste que j'avais fait le bon choix. J'ai gardé la maison et j'ai récupéré mon amour-propre.